chers collègues. Et puis, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, chers invités, que je peux saluer tout de suite, à savoir les présidents d'autres syndicats, Marc Thomé de la FGFC. J'ai aussi vu Georges Mérès, de nos collègues de la Fédération des cheminots, aussi nos collègues de l'Union syndicale. Je salue évidemment aussi les présidents des partis que j'ai vus dans la salle, et puis tous les ministres et tous les députés qui ne sont pas dans la salle, qui sont ici incognito parce que on leur a imposé un deuil national. L'ancien Premier ministre du pays, je peux lui souhaiter la bienvenue. Merci Marcel d'être venu. Mars, pardon. Et tous les autres invités qui ont jugé important de venir ici cet après-midi. Mars Fels m'a déjà, bon, il vous a demandé de vous lever en silence. Je voudrais pourtant revenir sur le Grand-Duc Jean. Un ancien militant syndical nous a envoyé il y a quelques jours, au cours des derniers jours, de nombreuses anecdotes sont passées dans les médias et nous aussi, nous en avons reçu une que je voulais vous présenter ce soir. Il s'agit d'une anecdote qui a un lien avec notre mouvement syndical et qui remonte à l'année 1976, quand le LAV, et il faut voir le contexte, 3 ans après le mouvement de grève et les manifestations qui avaient provoqué de grandes réformes à Luxembourg, c'était donc dans ce contexte que on a fêté le 60e anniversaire du LAV. Et pour cette fête, le Grand-Duc Jean, le prince Jean, donc, a été invité. Et il est venu. Et à l'époque, pour notre mouvement syndical, ça a été très important parce que il a ainsi montré sa reconnaissance par rapport au LAV et aussi par rapport au mouvement syndical des ouvriers. Et quand cette fête était terminée, il y avait encore la visite d'une exposition 60e anniversaire du LAV dans l'intérêt et au service de l'ouvrier. Et ensuite, on a offert quelque chose à manger. Et dans la tradition des ouvriers, on a proposé de la bière et aussi de la moutarde et des baguettes avec des saucisses. Et je vais vous lire ce qu'il m'a envoyé. Le Grand-Duc Jean a bien apprécié. Et il est cité ici pour ce qu'il a dit. Il a dit, eh bien, c'est pour la première fois que je mange cela, mais c'est très bon. Comment est-ce que vous appelez cela? Et la réponse était fil gris ou encore caviar de l'ouvrier, monseigneur. L'alimentation des pauvres, une saucisse de foie parce que les ouvriers ne pouvaient pas payer le lionnaire ou la saucisse. Et depuis lors, le boulanger Verdel de Esch est devenu fournisseur de la cour. Mais on dit ici que c'était inofficiel. Et puis, notre militant syndical, qui était aussi un mandataire de notre syndicat, s'est posé la question si le Grand-Duc Jean a continué à manger la saucisse de foie. Il a dit qu'il ne le sait pas, il l'ignore. Mais je voudrais quand même vous l'avoir dit ce soir. Et je voulais aussi dire quelque chose dans ce contexte, à savoir que le Grand-Duc Jean, non seulement en 1976, il a participé à l'anniversaire du LAV, 60e anniversaire, mais en 91, quand on a fêté le 75e anniversaire des syndicats libres, et en 92,
à l'occasion du 5e anniversaire de la mémoire de la grève à Esch et aussi en 1994 pour les 75 ans de la CGT. Et donc, je voulais proposer, toujours en relation entre d'un côté le Grand-Duc, avec des festivités importantes de notre syndicat, je voudrais aussi inviter à vous lever pour une minute de silence, mais pas seulement par rapport à la Cour, mais aussi par rapport au syndicat. Donc, cette année, de notre côté aussi, il y a eu un président unique du LAV qui est décédé, à savoir Benny Berch. Je pourrais en citer d'autres, comme par exemple Nicolas Plein, qu'on a appelé Schnook et qui était pendant longtemps membre du comité national. Il était aussi président du département des retraités. Et puis, très récemment, un décès inopiné, Fernand Hupsch, le président de la délégation de la sidérurgie, aussi un membre pendant de longues années du comité national, et je vous invite encore une fois à vous lever en leur mémoire. Je vous remercie. Chers collègues, chers amis de la section Vallée de la Chair, je vous dis merci, non seulement d'avoir accepté d'organiser cette fête du 1er mai et de l'avoir fait de manière exemplaire, du moins jusqu'ici. Et l'histoire avec les foulards, c'est une nouveauté et je suppose que dans les années à venir, ça va faire école. En tout cas, merci déjà maintenant pour votre bon travail. Chers collègues, chers invités, nous sommes appelés le 26 mai à participer aux élections européennes. Et en fait, jamais encore par le passé, du moins pour autant que je me rappelle, les élections pour le Parlement européen étaient autant au centre d'une question, à savoir dans quelle mesure son issue sera importante pour le futur développement de l'Europe. Vous savez pourquoi ces questions se posent. D'un côté, parce que une des plus grandes nations économiques de l'Union européenne et aussi une des plus grandes nations culturelles est sur le point de quitter l'Union européenne. L'issue n'est pas encore vraiment connue, mais aussi sur toile de fond de ce que nous vivons depuis des années en Europe, à savoir que l'extrême droite, les populistes de droite, les partis nationalistes et des mouvements ont été renforcés et ont trouvé un écho relativement fort auprès de nombreux citoyens en Europe. Entre-temps, ils forment déjà des gouvernements en Europe. Je pourrais citer les exemples de la Pologne et de la Hongrie, mais je pourrais aussi citer la participation au gouvernement en Italie ou en Autriche. Et la raison pour laquelle ces partis et ces organisations sont hostiles à l'Europe et qui sont aussi hostiles à la démocratie, la raison pour laquelle ils connaissent un tel succès s'explique par le fait qu'il y a des centaines de millions de citoyens en Europe qui ne se portent pas bien. Cela s'explique par le fait qu'au cours des dernières années, les inégalités sociales en Europe se sont développées. Cela s'explique aussi
par une politique qui ne date pas seulement d'hier, mais qui fonctionne depuis des décennies, une politique qui a remplacé l'économie sociale, le marché social par l'économie libérale avec toutes les conditions concurrentielles qu'elle a comportées avec les salaires, le dumping des salaires, mais aussi la guerre économique entre les nations et l'Europe. En Europe, pardon. Cela s'explique aussi par la politique qui a attaqué l'État social en Europe, qui l'a affaibli et qui a fait que les États sociaux en Europe ont perdu en efficacité. Et on pourrait dire que c'était le point sur le i quand, à partir de 2008-2009, dans cette situation de crise et par la suite, une politique d'austérité a été menée en Europe, une politique d'économie et d'épargne qui a surtout affaibli les États avec leurs marges financières et qui, encore une fois, a renforcé la politique qui a été menée contre l'État social, contre la sécurité sociale et contre les services publics. Chers collègues, voilà la raison qui explique les évolutions que nous connaissons aujourd'hui. C'est la semence pour ces mouvements politiques et les organisations donc le poison en fait, qui est répandu un peu partout contre l'Europe. Et je ne donne pas raison à ces politiciens. Nous en avons aussi dans ce pays qui pensent que le principal problème, c'est qu'on n'explique pas suffisamment l'Europe et la démocratie, parce que d'un autre côté, il y aurait les slogans des populistes de droite et des nationalistes. Non, chers collègues. Le problème en Europe, la pauvreté de la vieillesse et la précarité dans les classes inférieures jusque dans les classes moyennes de la population, voilà le problème qui explique cette évolution. Et c'est le point qui est d'une très grande importance pour nous avant ces élections européennes, à savoir que nous avons sans cesse répété, nous, au GBL, nous voulons une Europe sociale, nous voulons une dimension sociale en Europe, et pour nous, il est clair, en tant que mouvement syndical, nous n'allons pas tourner le dos à l'Europe, mais nous allons devoir, avec tout ce qui est à notre disposition, nous devons combattre le populisme de droite, le nationalisme, parce que s'il y a un mauvais chemin pour notre avenir sur le plan social, économique et politique, alors c'est le nationalisme qui risque de diviser l'Europe et de continuer à l'affaiblir sur le plan social et sur le plan économique. Donc pour nous, au GBL, le 26 mai, il ne peut y avoir aucun autre appel que de dire placez-vous derrière l'Europe, mais votez pour une autre politique, une politique qui diminue les inégalités sociales, une politique qui encourage la paix et la démocratie, une politique qui doit renforcer l'État social et donc une politique, et je vais y revenir, qui va de nouveau renforcer les droits de négociation dans la société et aussi dans les entreprises pour les syndicats. Il ne peut y avoir d'autres solutions parce que, d'un autre côté, il y aurait la deuxième plus mauvaise solution, la continuation de cette politique qui a mené à tous ces problèmes que j'ai déjà cités et qui, l'avant-dernière plus mauvaise solution, ce serait un soutien d'un parti ou d'une organisation qui se présente aux élections et qui veut soigner l'idée nationaliste et qui ne veut rien faire d'autre qu'exprimer ou combattre le progrès social. Et je voudrais peut-être vous donner un exemple ou deux. Si on voit aujourd'hui comment en Autriche le populisme de droite au gouvernement permet de limiter les droits de cogestion des syndicats, alors c'est inutile
de se poser des questions sur l'orientation de ces partis. Et d'un autre côté, je voudrais en faire un sujet, d'un autre côté, il est clair que les solutions nationalistes en Europe ne vont pas nous apporter moins de dumping sur les salaires, moins de dumping social, moins de dumping fiscal, mais au contraire, ils vont nous apporter plus de concurrence entre les pays avec des mesures protectionnistes. Et je pourrais citer nos collègues anglais du mouvement syndical, parce que s'il y a une chose qu'ils craignent avec le Brexit, alors ce sont des attaques contre les droits sociaux et les conditions salariales en Grande-Bretagne. Et donc nous devons en tout cas éviter de tels développements. Et pour la question du nationalisme, je voudrais continuer à en parler parce que l'Europe n'était pas ce que beaucoup de gens s'imaginent aujourd'hui. L'union douanière, l'union monétaire, libre circulation du capital, du travail et des personnes. Non, la principale idée, c'était, et ceci après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, la principale idée, c'est que plus jamais en Europe, il ne devait y avoir une guerre, qu'il devait y avoir paix et démocratie pour toujours en Europe. C'était une idée fondamentale de l'Union européenne. Et chers collègues, pendant les guerres mondiales, le nationalisme a montré clairement où il nous menait, pas seulement la mise en question de la démocratie, pas seulement l'introduction de régimes réactionnaires, mais également le déclenchement de catastrophes comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il ne faut plus jamais y aller. Et pour cette raison, en tant qu'OGBL, nous demandons qu'on ne vote pas nationaliste, mais qu'on essaie de convaincre les autres de faire une autre politique européenne et de soutenir les partis qui sont pour les dimensions sociales et le progrès social en Europe. J'ai dit pourquoi nous sommes pour l'intégration européenne et Marsvetten en a déjà parlé. Un des plus grands problèmes que nous avons maintenant, une des plus grandes tâches que nous avons devant nous, c'est la politique climatique. L'OGBL est à 200% derrière les accords de Paris, les accords pour un objectif de protection climatique, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait moins de 2% de réchauffement jusqu'à la fin de ce siècle. La fin du siècle, bon, ça peut paraître long, mais si on veut en arriver, il faudrait qu'on sache que, dans ce sens, il n'y a plus de temps à perdre, parce que sinon, on n'arrive plus à rien. Et je pourrais maintenant ici énumérer les objectifs de l'Union européenne qui sont mis là pour jusqu'à 2050. Et donc, je suppose que nous devrons jusqu'en 2050 réduire les CO2, faire disparaître. Et je voudrais dire que l'OGBL est pleinement derrière ces objectifs. Et nous sommes aussi contents lorsqu'actuellement nous voyons qu'en Europe, il y a un mouvement de jeunes qui demandent cela, justement. Et dans ce contexte, je voudrais dire très clairement que nous aussi, nous les soutenons. Et j'espère que ces mouvements vont se politiser plus. Et j'espère que les jeunes ne vont pas seulement bouger, mais vont aussi mettre des contextes avec d'autres questions qui se posent dans la société, parce que ce n'est qu'à travers ces liens que nous réussirons quelque chose
Marcel nous a dit qu'il est absurde de parler d'objectifs climatiques lorsqu'il y a un armement en Europe et dans le monde. Et nous avions organisé une manifestation. C'était un succès. Mais l'armement continue. Et l'OGBL est clairement contre les objectifs d'armement en Europe de plus 2%, donc du PIB. Nous disons encore une fois très clairement que les 300 milliards que cela coûte plus par an devraient être investis dans l'écologie, dans les technologies futures, plutôt que dans des armements qui ne sont pas productifs et sont dangereux pour la paix. Et je dis que l'année prochaine, nous allons organiser une deuxième manif de Pâques et nous le ferons aussi longtemps jusqu'à ce qu'on arrive au désarmement. Et les objectifs climatiques, ça touche beaucoup à l'Europe parce que je ne peux pas m'imaginer, vous non plus dans la salle, comment les objectifs climatiques peuvent être atteints en Europe. Je parle de l'Europe s'il n'y avait pas l'intégration européenne, mais si chaque pays agissait l'un contre l'autre, je ne peux pas m'imaginer qu'un seul objectif climatique pourrait être atteint. Et il y a d'autres contextes et je ne puis que difficilement m'imaginer que les objectifs climatiques peuvent être atteints si la politique qui est faite aujourd'hui en Europe est continuée. Je ne peux pas m'imaginer d'avoir une société où les inégalités sociales vont s'aggraver, vont augmenter et qu'à ce moment-là, on pourrait donc attendre de cette société que de tels objectifs ambitieux tels qu'ils existent dans la politique climatique pourraient être atteints. Nous avons besoin de tout le monde dans la société et c'est aussi la population active qui, dans le développement de ces qualifications, de ces perspectives professionnelles, peuvent participer activement pour atteindre ces objectifs climatiques. Et donc la production économique et la consommation jouent un très grand rôle. Et chers collègues, donc je ne peux pas m'imaginer qu'on peut avoir le consensus pour faire une politique climatique commune au niveau national et ou dans un contexte européen s'il n'est pas garanti que tout citoyen, et je souligne tout citoyen, a un bon accès à toute forme de mobilité, un bon accès à l'énergie et c'est aussi une condition importante. Je ne peux pas m'imaginer que si l'on allait dans une direction, il n'y aurait pas de charge juste, équilibrée en ce qui concerne le coût de cette transition. Je ne peux pas m'imaginer que ces objectifs climatiques peuvent être atteints. En d'autres termes, ce dont nous avons besoin, c'est d'une diminution des inégalités et injustices sociales et de ce qui est toujours dit dans ce contexte. Nous avons besoin de la transition juste. Un changement structurel, nous savons que beaucoup de choses doivent changer. Nous devons savoir que beaucoup doit changer dans nos habitudes et nous devons dire que cela ne suffit pas et qu'il y aurait moins de croissance et que cela équivaudrait à une perte de la qualité de vie des citoyens. Nous savons aussi qu'il y a de grands dangers pour les problèmes de mobilité, l'accès à l'énergie, les qualifications, etc. Et nous savons qu'il y a un contexte étroit
avec ce qui, bien sûr, est dit par tout le monde, et c'est lié à la question du climat, la digitalisation. Nous avons une situation de beaucoup d'incertitudes. Nous savons que les métiers vont changer, que des métiers vont disparaître. Nous savons que les demandes de qualification deviennent de plus en plus rapides et changent de plus en plus rapidement. Et là aussi, et c'est une de nos revendications principales du syndicat, eh bien, tout citoyen, toute personne active doit avoir la possibilité de suivre ce changement dans une perspective professionnelle sûre et non pas en précarité complète. Cela vaut pour les jeunes générations et pour celles qui sont actives depuis plus longtemps. Et dans ce contexte, je voudrais dire, même s'ils ne sont pas officiellement là, les meilleurs piliers aux ministres, aux députés et à d'autres que maintenant, ça devient très important aussi dans notre pays que l'on se réunisse, qu'on élargisse la participation, qu'on revoie les lois et la loi, par exemple, concernant le plan de maintien dans l'emploi via les plans sociaux. Nous avons besoin, de facto, d'un nouveau concept, d'une révolution dans la formation professionnelle où il ne faut pas seulement impliquer tout le monde, je pense à nous comme syndicat et bien sûr aux employeurs et à l'État, mais où tout le monde doit pouvoir faire du sien. Et c'est bien que dans le programme du gouvernement, on puisse lire qu'il faut donc discuter la formation, la continuation aussi en ce qui concerne l'introduction de nouveaux droits, mais des droits de temps, mais aussi de moyens pour cette formation. Et nous savons qu'il faut parler du financement de tout cela, et nous savons que tout cela doit avoir un caractère tripartite, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y ait de la participation, parce que toute la formation et toute la qualification, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les entreprises, mais c'est quelque chose qui concerne l'individu actif, parce que c'est là qu'il peut monter sa perspective et ce point de vue est de plus en plus important. Les objectifs climatiques, la digitalisation, bon, s'y ajouteront. Et là, c'est bien de l'avoir dans le programme du gouvernement, parler des relations dans l'activité. Donc, à côté du chômage de masse, il y a beaucoup de conditions de travail précaires. Bien sûr, pour les jeunes, où nous voyons de plus en plus des contrats à durée déterminée, de l'intérimaire, donc il y a d'autres formes au lieu de contrats fixes. Et entre-temps, à Luxembourg, c'est devenu un grand problème. Et là, la loi doit être changée. Il faut qu'elle soit plus contraignante. Il faut qu'il y ait plus de garanties pour que le contrat de travail, celui à durée déterminée, devienne la règle, la norme. Et c'est une chose très importante que les partis doivent donc voir. Et ensuite, nous avons, en tant qu'OGBL, quelques succès. Et en ce qui concerne un nouveau bon travail dans un monde changé, on parle beaucoup d'une meilleure harmonisation de la vie privée et la vie active. Et c'est un des objectifs plus importants que nous avons en tant qu'OGBL dans notre discussion sur les horaires de travail. Et c'était l'OGBL qui
Lors du dernier mandat gouvernemental, les derniers 5 ans, vu les discussions sur les horaires de travail, a demandé la 6e semaine de congé. Et en tant qu'OGBL, nous avons pu nous imposer déjà en partie par l'introduction d'un jour de congé supplémentaire et ça aurait pu être un 2e jour de congé. Dans ce cas, c'est un nouveau jour férié, le 9 mai. 9 mai, vous le savez, où à Neumünster, nous aurons notre fête et nous l'avons décidé ensemble avec les autres organisateurs. Cette réduction des horaires est une première étape quant à notre réduction souhaitée. Cela ne s'arrête pas là. Cette revendication va plus loin parce que nous savons aussi que dans le développement, la digitalisation, la politique climatique, etc., la productivité va augmenter, mais il y a des processus de libération très forts possibles quant à la main-d'œuvre. Et donc, lorsque nous nous trouvons dans une situation où donc il y a une meilleure productivité ou une croissance qualitative, et là où il y a une situation de plus de temps libre, et ceci sans qu'on ait moins de pouvoir d'achat, sans perdre du côté salarial, donc qu'on ait tout simplement du temps partiel. Donc le plein temps compte ici. Et donc ceci est une des revendications pendant les années à venir, la discussion sur les horaires de travail et du côté patronal aussi. Donc il y en a qui veulent détériorer, flexibiliser les horaires de travail. Et nous disons très clairement que, comme nous l'avons dit dans la discussion PAN, cette fois-ci, s'il y a discussion, nous n'allons faire rien d'autre que de garantir seulement les conditions salariales, mais qu'il y ait des améliorations, qu'ils aient plus de possibilités pour harmoniser leur vie privée avec leur vie active. Et nous serons contre le fait où il y aurait une détérioration des horaires de travail, que cela tombe sous les conventions collectives ou non. J'ai parlé de l'Europe, que le plus grand problème est celui de la croissance des inégalités sociales depuis des années déjà. Et je voudrais dans ce contexte-là ne pas exclure le Luxembourg parce que malheureusement, nous l'avons également ainsi à Luxembourg. Vous connaissez les faits internationaux. Je ne vais pas citer l'étude Oxfam où on voit chaque année qu'il y a un petit groupe de milliardaires dans le monde qui a autant que 50% des plus pauvres dans le monde. Nous pensons toujours que cela n'aurait rien à voir avec le Luxembourg, avec l'Europe. Eh bien, chers collègues, c'est faux, cela. Cela a quelque chose à voir avec l'Europe. Et
Je regrette tout simplement qu'à Luxembourg, on n'ait pas de chiffres détaillés. On parle beaucoup de transparence, mais lorsqu'on parle des revenus très élevés ici à Luxembourg, cette transparence n'y est plus tellement. Et ceux qui s'en occupent du point de vue statistique pour faire des comparaisons le savent. Mais c'est intéressant de prendre les pays voisins. Par exemple, dans ces pays où il y a eu des chiffres, 10%, des 10% en haut dans la société allemande ont 60% des revenus. Et d'autre part, les autres 40% ont 1%. Je pense que c'était le patrimoine dont on parlait là. Bon, et lorsqu'on prend les chiffres du développement de tout cela, et lorsqu'on voit cela depuis un certain nombre d'années, eh bien, en partie pour Luxembourg, on voit que les inégalités n'existent pas seulement du côté des revenus dans le pays, mais aussi du patrimoine, de la propriété individuelle. Et je voudrais souligner certains points. Ce sont des points choisis. J'avais parlé du dumping salarial en Europe, et là, c'est un fait. Non pas seulement les quotas salariaux ont baissé, là il s'agit de la distribution de la richesse, on va dans la direction du capital et des dividendes, mais nous avons aussi la même situation ici à Luxembourg, et cela veut dire qu'il y a maintenant un déficit salarial, un besoin de rattrapage du côté salarial par rapport au développement de la richesse et de la productivité. Et c'est très clairement un appel à nous et dans nos conventions collectives d'être contre une modération trop importante. Et d'autre part, nous l'avons dit avant les élections sociales et nous allons faire la même chose après les élections sociales. 50% des gens qui travaillent dans le pays ne tombent pas sous une convention collective. Et partout où il n'y a pas de négociation syndicale, les conditions salariales et de travail sont en dessous de ce que cela pourrait être, devrait être. Et là, il y a de plus en plus d'écarts. Et tous ceux qui connaissent les conventions collectives savent que si ce développement continuait, pour tous ceux qui ne tombent pas sous des conventions collectives, cela aura une influence négative sur les conventions collectives existantes. Notre loi n'est plus adaptée aux structures économiques, à la situation économique actuelle à Luxembourg. La loi revient à une industrie lourde, par exemple, et ce n'est pas possible que beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises à 2, à 5, à 10 ne tombent pas sous la convention collective parce que les moyens de négociation, de possibilités de négociation donnés par la loi ne correspondent plus à ce que cela devrait être. Et pour cette raison, cette loi doit être changée. Il faut qu'il y ait des possibilités de faire des approches sectorielles. On pourrait prendre le médical aussi, par exemple, mais je pourrais aussi parler des entreprises qu'il y a et où actuellement les possibilités données par la loi ne sont pas suffisantes pour continuer, pour aller de l'avant. Et je voudrais rappeler que parfois il y a quelque chose qui change dans le contexte de la Commission européenne, on a dit qu'on s'est prononcé pour l'augmentation des salaires et aussi pour que les conditions soient favorisées, savoir comment les salaires se donnent
Donc 50% des gens dans le pays n'ont pas de convention collective et donc le lien tarifaire est trop bas et pour cette raison un appel au gouvernement, il faut faire quelque chose. Ce serait au sens de la recommandation de la commission exécutive de Bruxelles. Et j'ai parlé d'inégalité et donc tous les partis qui sont contre le nationalisme et contre les mouvements et disent c'est du poison pour l'Europe doivent donc se battre pour l'Europe. Il faut mettre fin au dumping salarial et il faut dans toute l'Europe renforcer les moyens de négociation syndicale. Mon temps de parole est limité, mais ce serait bien de voir où on ferait la grande liste de tous les pays en Europe, tout ce qui s'est passé ces dernières années quant aux détériorations de la sécurité sociale et aussi du côté salarial, comment les salaires se sont développés et comment les droits de négociation se sont détériorés. Ça s'est passé ainsi en France, en Belgique, mais chez nous, la situation est stagnante et ce n'est plus acceptable. Et parlons de salaire. Donc il faut aussi parler du salaire minimum. Là, deuxième succès de l'OGBL. Donc il y a des améliorations pour le salaire syndical. C'est dû à l'OGBL qui, depuis 2015, a revendiqué une réévaluation de 10% du salaire minimum. Pour le salaire minimum, et bien sûr, c'est bien, comme pour les congés, d'être content de voir que via la décision du gouvernement, il y aura des améliorations, une amélioration de 0,9% par rapport au brut et une amélioration du niveau. Donc c'est une revendication complémentaire de l'OGBL, c'est-à-dire l'exonération du salaire minimum du point de vue fiscal, et ceci donc se fait sous la forme du crédit impôt salaire minimum. Chers collègues, j'ai dit 0,9% et je voudrais revenir à nos 10% parce que là aussi il y a des gens qui, avant les élections, pensaient qu'on avait oublié. Bon, moi je puis dire que nous n'oublions rien parce que c'est toujours là. Et pourquoi c'est toujours là? Eh bien parce que tout simplement nous identifions avec cela. Et je retourne aux élections européennes avec la revendication que dans toute l'Europe, dans tous les pays, il faut introduire un salaire minimum légal et que d'autre part, dans tous les pays, le salaire minimum doit être au moins 60% des soi-disant salaires médians. C'est ce qui se trouve au milieu où donc il y a 50-50. C'est donc le salaire du milieu. Nous avons dit très clairement ici, et je l'ai déjà dit lors des problèmes de la collectivité. Donc, nous avons notre richesse, créé notre productivité qui est distribuée d'une manière de plus en plus injuste, pas seulement entre le capital et le travail, mais aussi en ce qui concerne le revenu, l'hierarchie des revenus même. Nous avons dû constater que, par exemple, l'évolution des salaires les plus bas par rapport aux salaires les plus hauts quant au pourcentage donc sont plus lents depuis un certain nombre d'années en bas par rapport au si le salaire minimum suit cela,
c'est tout simplement parce que la productivité et les résultats économiques sont trop injustement partagés. Et les gens qui gagnent un salaire minimum mériteraient, s'ils travaillent 40 heures par semaine, d'avoir une partie plus juste de la productivité ici à Luxembourg. Et c'est sur cela que base notre point de départ. Et là, on a les 10% et en exprimant cela en salaire médian, les 60% du médian sont demandés. Alors, je puis vous dire que la réévaluation qui a été décidée par le gouvernement, 2089 € pour le salaire minimum, donc que ce n'est pas 60% du salaire médian, mais 52%. Et il y a un autre petit problème, le salaire médian de l'an 2014 est pris, et pas seulement de 2019, parce qu'en 5 ans, il y a eu un développement, et nous avons ici donc un 4 au départ et pas un 5, un 6, pas du tout. Et la revendication de l'OGBL n'est pas exagérée, parce qu'on pourrait même nous faire un reproche que nos 10% qui arrivent à ces sommes sont trop bas, parce que c'est 57% du salaire médian de 2014. Donc, et puisque c'est ainsi, eh bien, je répète encore une fois, nous, en tant qu'OGBL, nous avons un premier succès avec ce qui s'est passé. Nous saluons ce que le gouvernement a fait lorsque la loi sera votée, bien sûr. Mais nous disons encore une fois très clairement, pour nous, c'est tout juste une première étape et donc c'est un appel qui s'adresse au gouvernement actuel et pas aux suivants qui viennent. Un modèle par étape est possible, même si la période du mandat actuel était dépassée. Chers collègues, je voudrais continuer avec les inégalités sociales. J'ai beaucoup parlé de la sécurité sociale sur le plan européen, mais aussi dans notre pays, nous avons vu que on s'est attaqué à notre sécurité sociale. Il suffit de rappeler l'année 2013 quand une réforme a été introduite avec une détérioration des pensions dans notre pays. Et je voudrais dire clairement que nous, OGBL, nous, non seulement jusqu'à hier, mais aujourd'hui encore, nous n'acceptons toujours pas cette réforme des pensions pour la bonne et simple raison, et je voudrais le rappeler encore une fois, d'une assurance sociale solidaire. C'est entre autres l'assurance des pensions, c'est évidemment l'assurance dépendance, c'est évidemment l'assurance maladie, pour ne citer que celle-là. Ce sont des piliers très importants de l'État social. Et l'État social, c'est, bon, je parle bien de l'État social et non pas de l'État de la pauvreté sociale. Donc, on ne peut pas renoncer à cela si on veut éviter des inégalités sociales ou si B, et c'est aussi une nécessité, si on veut réduire les inégalités sociales, et nous avons vu pendant les années de crise, aussi en comparaison entre les différents pays, à quel point les assurances sociales étaient importantes et étaient un facteur stabilisant, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan politique et économique. Il ne faut jamais oublier cela. Et aucune assurance privée commerciale ne peut atteindre cela. Il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, des assurances sociales publiques fortes permettent de combattre les inégalités sociales et renforcent en même temps le consensus politique dans une société. Et c'est précisément ce point-là que je veux aborder, parce que cela n'a rien de nouveau. Le patronat de ce pays, depuis des années,
s'attaque à nos assurances publiques, surtout contre l'assurance des pensions, avec beaucoup d'arguments que je ne voudrais pas répéter ici. Et nous savons que pour eux, il y a surtout un enjeu, à savoir rendre cette assurance accessible au commerce privé et donc automatiquement avoir moins de cotisations à supporter pour cette assurance. Et c'est mener la même réflexion pour l'État. À ce moment-là, l'État n'a pas besoin de la même force financière, toujours dans l'intérêt du patronat, pour économiser des frais comme nous le voyons actuellement avec la réforme fiscale qui est annoncée, où l'imposition sur les entreprises devrait encore baisser. Leurs motifs sont clairs, inutile de les approfondir aujourd'hui. Mais un point, nous devons savoir, nous, OGBL, sur ce plan et par rapport aux assurances sociales, nous ne devons relâcher à aucun moment dans notre lutte contre toutes les attaques qui sont lancées ou qui sont en préparation. Et pour cette raison, je voudrais vous présenter aujourd'hui, le patronat a sans cesse de nouvelles idées. Maintenant, ils ont relâché pour ce qui va se passer en 2060 avec le mur en béton au niveau des pensions ou avec les boules en cristal qu'ils ont toujours examinées. Leur dernière trouvaille, et là je parle des lobbyistes intellectuels de leur organisation IDEA, ils ont eu une nouvelle idée. Ils ont dit, tout d'un coup, ils sont pour renforcer les pensions inférieures, mais évidemment, au détriment des rentes les plus élevées dans notre assurance sociale publique. Les rentes supérieures devraient être diminuées et nous sommes pour le renforcement des pensions inférieures. Eh bien, on appelle cela une tentative idéologique de diviser le salariat par rapport à ses propres assurances solidaires. Cela m'a rappelé l'idée de M. Juncker dans sa lutte pour supprimer notre index quand il a parlé d'un index plafonné. Nous n'en sommes pas loin maintenant. On essaye de nouveau de nous diviser. Chers collègues, aujourd'hui, nous disons non, nous n'accepterons pas cela. Nous allons encore renforcer le salariat global pour être capable de se mobiliser en faveur de ces assurances sociales. Nous sommes contre toute détérioration de notre système des pensions. Nous sommes arrivés à un point où nous exigeons des améliorations. Je l'ai dit, la réforme de 2013, nous ne l'avons toujours pas acceptée et nous ne l'accepterons pas. C'est inacceptable que des gens qui commencent aujourd'hui à travailler auront 15% de moins dans leur pension. C'est inacceptable qu'on ait introduit des mécanismes où s'il devait y avoir une insuffisance par rapport au niveau des recettes par rapport aux dépenses, qu'il y aurait alors des détériorations unilatérales. Et si on ne dit pas qu'il y a des alternatives avec de nouvelles sources de financement, et donc il suffirait aussi d'augmenter les cotisations. Pourquoi ne pas envisager une augmentation des cotisations pour renforcer un élément aussi important de l'État social luxembourgeois? Et cela veut dire pour nous, aussi pour les revendications actuelles, le salaire social minimum qui va augmenter va, comme par le passé, se refléter dans les pensions inférieures. Donc, nous demandons la même revalorisation pour les pensions. Et ce que nous exigeons en plus, et nous ne l'avons pas oublié, c'est que le travail des élèves et des étudiants, les stages, devraient aussi être pris en compte pour le calcul des pensions. C'est aussi une revendication que nous réitérons et donc nous exigeons une amélioration du régime des pensions. Et ce que nous n'avons pas oublié non plus, lors de la dernière réforme, on a laissé tomber les ajustements. Mais je viens d'entendre qu'il y a 18 milliards de réserves
pour payer cette petite adaptation, chers collègues. Je ne vais pas entrer dans le détail des assurances, mais les mêmes remarques valent pour l'assurance maladie, l'assurance soins, mais aussi pour l'assurance dépendance, où nous avons déjà obtenu des améliorations, mais il reste des évaluations à réaliser et je rappelle que si ces évaluations ont eu lieu et s'il devait s'avérer qu'il y a un déficit au niveau de la qualité par rapport à l'ancien système, alors nous exigeons évidemment une amélioration. Chers collègues, je m'étais proposé aujourd'hui, à côté de tous les sujets que l'on pourrait encore aborder dans des secteurs, dans des objets sectoriels. Bon, je m'étais proposé d'aborder encore un sujet. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi si je dis que pour la question des inégalités sociales, la question des salaires, la question de la fiscalité, je rappellerai brièvement que nous sommes loin d'une équité fiscale dans ce pays, très loin. La critique par rapport à la baisse, la diminution de l'imposition pour les entreprises, c'est une chose, elle est en chute libre depuis longtemps. D'un autre côté, je pourrais citer la Chambre des salariés qui s'amuse constamment à dire « Eh bien, prenons 50 000 euros de salaire d'un côté et prenons d'un autre côté 50 000 euros de revenus par le biais du capital et alors on va regarder ce que les différents revenus vont payer au niveau des impôts. Celui qui a un salaire paye 5 fois plus que celui qui gagne sur le capital. Si c'est ça, une équité fiscale, alors je ne sais pas quel autre terme je devrais utiliser. Donc là, il y a toute une panoplie de mesures qui s'imposent pour avoir une plus grande équité fiscale entre le capital et le travail. Et une de ces solutions, et je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne finit pas par prendre cette mesure, il suffirait qu'il n'y ait pas cette progression froide avec l'évolution de l'inflation et nous exigeons que la tabelle fiscale soit adaptée à l'inflation de manière mécanique. Parce que les gens qui perdent leur pouvoir d'achat, ce sont de nouveau les classes inférieures et moyennes de notre population. Et maintenant, donc, le point qui, quelque part, a un grand lien avec tout cela. Le logement dans ce pays. Et, chers collègues, pour notre syndicat, le logement est un droit fondamental pour tout le monde. Et dans ce pays, ce droit fondamental devient ou est remis en question de mois en mois, d'année en année. Et là aussi, il est question d'égalité sociale ou d'inégalité sociale. Et ici aussi, surtout dans notre pays, une évolution est en train où l'inégalité sociale augmente, où la distribution, dans ce cas du sol, et des immeubles qui s'y trouvent ou qui y sont construits, donc cette inégalité augmente. Et cela s'explique pourquoi il en est ainsi. Donc il y a ceux qui ont tout intérêt à ce commerce. Je pourrais parler des promoteurs, je pourrais parler des fonds nationaux et internationaux, des fonds de capitaux. Ce sont ces fonds qui veulent dire à tous les autres que cela ne peut pas fonctionner différemment ou qui disent que sinon on ne pourrait plus rien construire. Ce sont ceux-là qui veulent expliquer que le rêve de son propre logement, de son propre appartement, dans sa propre vie, que ce rêve
pour de plus en plus grandes couches de la population devra être... Ce rêve ne peut plus exister, mais bon, chers collègues, ça, c'est une grande tromperie, ni plus ni moins. Et c'est aussi une idée idéologique pour, en fin de compte, pour qu'ils atteignent leur propre objectif. Les riches de la société auraient de plus en plus de sols et d'immeubles au détriment de tous les autres. Et c'est aussi un point où je veux citer des chiffres. Tout d'abord, et maintenant, on va à chaque fois parler de l'évolution entre 2005 et 2017, donc pour les 12 dernières années. Nous avons l'évolution des salaires. Et là, je prends les chiffres du dernier projet de loi, celui de l'adaptation normale du salaire social minimum. Dans cette période de 12 ans, nous avons un plus de 31% au niveau des salaires les plus faibles. C'est le salaire nominal avec l'index et tout le reste. Le salaire moyen, non pas 31%, mais 34%. Et les salaires élevés, et je ne parle pas des super salaires, parce qu'ici nous sommes à 7,5 fois le salaire social minimum. Il y en a qui gagnent encore plus, mais pour ces 7,5 fois, nous sommes à plus 39%. Ça, c'est donc une augmentation de l'écart fiscal. Mais je ne veux pas discuter des salaires, je veux faire une comparaison, à savoir sur le prix de vente des appartements et des maisons. Comment est-ce que ces prix ont évolué? Vous vous rappelez, 31 à 39% pour les salaires. Pour les appartements, pour la même période, plus 65%. Et pour les maisons, plus 53%. Et ceux qui veulent expliquer aux autres qu'ils doivent travailler par location, alors je voudrais aussi citer les prix de la location, plus 48% entre 2005 et 2017 pour les appartements, 32% pour les maisons. Chers collègues, et si on continue à analyser ces chiffres, et je n'en citerai plus que deux, cela veut dire que les ménages qui aujourd'hui ont une lourde charge pour payer leur logement, pour payer leur habitation, en 2005, cette dépense s'élevait à 29% et en 2017, nous sommes arrivés à 37% des ménages qui sont concernés. Et si nous prenons les ménages les plus pauvres, nous arrivons à 60%. Comparez les chiffres de l'Allemagne, 13,3%, la France, 24%, la Belgique, 30%. Et puis, c'est le dernier chiffre que je vais citer, le taux de surcharge où plus rien ne fonctionne, où cela devient catastrophique, c'est donc quand plus de 40% du revenu net d'un ménage sont dépensés pour le logement. Alors, on a les chiffres suivants. En 2008, 3,7% des ménages étaient concernés. Aujourd'hui, en 2017, 10%. Et si nous prenons les ménages pauvres, 37%. Voilà la réalité d'une évolution qui est inacceptable. Et encore une fois, le logement, c'est un droit fondamental et habiter ou construire est le sol. Ce n'est pas une production normale de la société parce que le sol dans ce pays est limité. Et pour cette raison aussi, la possibilité de construire. Mais ce qui apparemment n'est pas limité dans ce pays, c'est la spéculation avec le sol. Et si on veut et si on doit faire quelque chose contre ces prix pour réduire ces inégalités sociales, sinon nous aurons des manifestations comme nous venons de les vivre dans les grandes villes allemandes. Et donc il faut faire quelque chose si on veut combattre la spéculation, parce que là, ils veulent seulement placer de l'argent pour avoir une rendite surproportionnée. Et si on veut combattre cette spéculation,
Et ce n'est pas seulement un appel et un message à l'adresse du gouvernement, c'est une revendication. À ce moment-là, il faut agir tout de suite et tout ce qui peut faire un sens, c'est rendre la spéculation chère. Plus la spéculation sera chère, moins on va spéculer. Et là, il y a des mesures très sévères qui sont possibles et qui doivent être réalisées maintenant et pas seulement dans quelques années. C'est tout aussi urgent que les objectifs du climat, en tout cas pour la situation sociale dans ce pays. Alors, il faut, entre autres, pour l'impôt foncier, il faut réfléchir et nous disons toujours que pour celui qui habite dans sa propre maison, nous pourrions même nous imaginer qu'il paye un impôt foncier zéro, mais ce qui n'est pas possible, c'est que les gens qui ont 10, 20, 30 maisons, je parle de personnes et de sociétés, entre autres, les fonds d'investissement spécialisés, les SCI, le capital étranger, ceux qui ont 10, 15, 20, 30, 31 maisons et qui ne payent pas plus d'impôts que l'un d'entre nous qui a une seule maison. Et là, il faut y mettre un terme. Plus on veut posséder du sol et des immeubles, plus on doit payer de manière progressive et forte, on devra donc payer des impôts pour que de cette manière, on puisse mettre un terme à la spéculation. C'est le seul moyen pour gérer les prix, parce que les politiciens qui disent « il nous suffit d'augmenter l'offre », non. Devant la porte, il y a beaucoup de capital qui vise des rendites, qui attendent pour acheter les sols qui sont disponibles. C'est un conte de fées. Il faut mener maintenant la lutte contre la spéculation. J'ai cité d'une mesure, il y en a beaucoup d'autres. À côté de ce que nous répétons pour qu'on ne me reproche pas de l'avoir oublié, avec un taux de pauvreté de 17,3% dans ce pays, il y a un volume de ce que nous avons à notre disposition au niveau des logements sociaux et qui est beaucoup trop faible. Donc, il faut surtout investir dans le logement social. Et je l'ai dit, la lutte contre la spéculation, d'un autre côté, il est clair qu'il faut freiner, introduire des freins supplémentaires pour les loyers et surtout organiser un équipement fort du côté de l'État pour effectuer tous les contrôles qui s'imposent si on veut parvenir à contrôler le marché du logement. Ce sont nos revendications d'aujourd'hui à l'adresse du gouvernement actuel, chers collègues. Quelques mots encore pour terminer. Les élections sociales. L'OGBL a gagné ces élections sociales. L'OGBL a pu confirmer sa majorité absolue à la Chambre des salariés. Au nombre des entreprises, nous avons obtenu un résultat record au niveau des délégués du personnel effectif. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire clairement que l'OGBL, comme ça reste le numéro 1 parmi les syndicats à Luxembourg et qu'il a en conséquence de grandes tâches, de grandes responsabilités par rapport à tous les sujets politiques que j'ai essayé d'aborder aujourd'hui, de même que par rapport aux problèmes que je n'ai pas pu aborder faute de temps. Et nous savons tous, chers collègues, l'OGBL va continuer à assumer sa responsabilité dans l'intérêt de ses membres. Et puis, l'OGBL va aussi regarder de l'avant. Nous avons un congrès qui sera organisé en décembre et au cours des prochains mois, nous allons nous occuper de la préparation de ce congrès avec un élément très important, notre programmatique. Aujourd'hui, j'ai parlé des grandes transformations au niveau de la société, au niveau du travail, au niveau de l'économie par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, notre programme devra
être adapté sur de nombreux points et j'espère que toutes nos différentes structures qui vont organiser leur journée syndicale, leur journée des sections, j'espère qu'ils vont tous participer de manière active à la réalisation de ce programme pour qu'avant le Congrès, nous puissions développer un programme raisonnable qui, sur tous les points, va réaliser ce que nous avons dans notre devise, à savoir OGBL, nous organisons l'avenir, nous construirons l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Vive l'OGBL et vive évidemment notre 1er mai.